Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons juste faire un petit récap par rapport à ce qui s'est passé durant le mois d'août. Nous avons eu plusieurs intervenants durant le mois d'août au travers de notre podcast Parcours. Nous avons par exemple Jean-Baptiste qui est passé nous voir, nous avons Landry Wamba, nous avons aussi Franck Malik qui est passé nous voir. Puis nous avons aussi certains autres qui vont aussi passer tout au long des semaines qui vont suivre. Mais aujourd'hui, j'ai juste voulu faire un petit récap par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à tout ce dont on a partagé avec les différents intervenants. Nous allons élaborer plusieurs sujets dans une certaine mesure. Ces sujets, je les ai tirés aussi des feedbacks que j'ai reçus de votre côté. Puis, je pense que ça va aussi, dans une certaine mesure, vous donner une vision par rapport à où est-ce qu'on va aller dans les prochains jours, quelle sorte d'émissions, des podcasts, par exemple, quel type de contenu nous allons encore un peu plus créer pour vous par rapport aussi à vos différents feedbacks. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de tout et de rien, mais nous serons quand même conscients dans une certaine mesure. Puis, j'espère en tout cas que cette vidéo, vous allez la partager avec vos amis, vous allez la partager avec la famille, vous allez aussi partager avec tout le monde en tout cas que vous connaissez de toutes les façons, puisque nous allons aussi faire plusieurs annonces durant cette vidéo, que ce soit par rapport, comme je disais au départ, de nouveaux podcasts que nous allons créer, que ce soit par rapport à des nouveaux concepts, puis une certaine manière aussi de travailler que nous allons bientôt adopter. Et je pense que cette manière de travail va vous plaire, puisque ça va aussi répondre à votre feedback. Puis, je pense aussi que ça va nous aider, la chaîne en tout cas, puis ça va aider la chaîne à croître, puis ça va aussi vous permettre, vous aussi, de développer vos compétences, développer aussi vos connaissances en ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat en Afrique. Donc ici, nous sommes sur Issachar Mindset. On parle de mindset, comme le nom le dit bien sûr. Nous parlons aussi de spiritualité, mais nous parlons aussi et surtout d'entrepreneuriat sur cette chaîne. Alors, notre premier, par exemple, intervenant était Jean-Baptiste. J'ai réellement, personnellement aimé, tout comme avec tous les autres, d'ailleurs, animateurs avec lesquels nous avons été durant ces mois d'août, j'ai réellement enjoy les temps que nous avons eu avec Jean-Baptiste à parler, puisque vous ne le savez peut-être pas que je ne fais presque pas de débriefs avec mes participants au départ. C'est juste les jours où on se croise à 2-3 minutes littéralement du podcast que je leur souffle juste quelques mots pour dire ok, on va parler de ça, on va parler de ça, mais juste de manière générale. C'est pas comme s'ils ont déjà les questions bien avant ou quoi. Mais la conversation avec Jean-Baptiste, elle était tellement vraie puisque ce sont des conversations qu'on a presque chaque jour avec Jean-Baptiste, puisqu'on travaille sur plusieurs projets avec Jean-Baptiste. Et du coup, pour nous, c'était comme si nous étions juste en train de faire une continuité, dans une certaine mesure, des conversations qu'on avait. Je me rappelle les jours où nous avons tourné les podcasts avec Jean-Baptiste, j'étais d'abord en voiture avec lui, puis on a commencé à parler d'affaires, on a commencé à parler de certaines idées de business et autres. Là, on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, on allait peut-être prendre 1 heure juste dans la voiture en train de parler de business, puis de comment croître les business, tout ça. Donc, pour nous, quand nous avons commencé les podcasts avec Jean-Baptiste, c'était littéralement comme la continuité juste de cette conversation-là. Et j'ai réellement apprécié, c'est pourquoi même je pense les thèmes pour Jean-Baptiste que nous avons mis, je pense c'était aussi l'une de ses phrases durant les podcasts, c'était « J'ai toujours voulu prendre des risques ». Et ça, c'est quelque chose qui caractérise tout entrepreneur ou qui devrait caractériser tout entrepreneur. La prise des risques, c'est quelque chose de très essentiel quand vous voulez entreprendre. Je cause parfois avec des amis qui veulent entreprendre. Je vois par exemple des gens aussi qui sont en train d'entreprendre ou qui ont peut-être même entrepris, ça fait longtemps, puis qui ont laissé. Ils sont tellement obsédés par le fait qu'il faut littéralement qu'on supprime les risques ou qu'on diminue les risques. C'est clair qu'à l'école, on nous apprend techniquement qu'avant de nous lancer dans les affaires, avant de commencer quelque chose, il faut littéralement faire une étude des risques, puis après cette étude des risques, voir les risques qu'il faut supprimer, les risques qu'il faut pouvoir, dans une certaine mesure, amoindrir, ou même les risques qui parfois sont d'ordre structurel, c'est-à-dire ce sont vraiment des risques qui sont liés à l'activité qu'on est en train de faire, au secteur dans lequel nous sommes en train de travailler. Du coup, pour tout entrepreneur, quand bien même il faut toujours faire une étude des risques, bien sûr, par rapport à votre projet. Vous ne pouvez pas aller, entre guillemets, vouloir lancer une entreprise d'AI dans un village en Afrique. Donc, il faut quand même faire une étude des risques par rapport à ça. Mais l'entrepreneuriat est caractérisé aussi par le fait que nous prenons des risques. Des risques qui, parfois, de manière simple comme ça, de manière humaine, sont parfois des risques qui sont démesurés, qui sont, dans une certaine mesure, non même calculés.
Puisque c'est ça même l'essence même de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est j'ai des risques devant moi, mais je vois aussi une opportunité. Et je pense réellement que si jamais cette opportunité marche ou si jamais cette idée de business marche, ça va aller au-delà de tout ce que je peux vivre comme conséquence si ça ne marche pas. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est chaque jour, on se réveille pour prendre des risques. Ce n'est pas chaque jour, on se réveille pour supprimer des risques. Si l'entrepreneuriat, c'était on supprime les risques, puis après on se lance, je pense pas qu'Elon Musk se serait lancé dans l'entrepreneuriat. Je pense pas qu'Amazon se serait lancé dans l'entrepreneuriat. Je pense pas que Microsoft, Facebook, toutes ces grandes entreprises, dans une certaine mesure, je pense pas qu'elles se seraient lancées dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est, dans une certaine mesure, la folie des sages, entre guillemets. Sage, puisque de toutes les façons, il faudrait bien pouvoir être en mesure de conduire un business, il faudrait bien être en mesure de créer de la croissance, de créer de l'attractivité par rapport à votre business. Mais folie dans le sens où ce n'est pas tout le monde qui va se lancer dans ce que vous voulez faire. Et il n'y a pas plus mauvaise idée, entre guillemets, ça c'est, d'après moi, il n'y a pas plus mauvaise idée que de vouloir aller confirmer son idée en parlant aux autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais juste un peu mieux m'expliquer. Disons que vous avez une idée de business et vous êtes réellement convaincu que nope, cette idée de business ici, ça va cartonner, ça va marcher. Si réellement je travaille sur le marketing comme il faut, sur ma communication comme il faut, sur les relations clients comme il faut, je pense réellement que ça va marcher. Ne jamais aller parler de cette idée-là avant d'avoir structuré complètement votre pensée. Puisque si vous n'avez pas encore structuré votre pensée, il y aura quelqu'un qui va réellement vous dire que c'est une folie. Il n'aura pas tort de dire que c'est une folie. Ça sera réellement une folie de se lancer dans ces projets-là. Mais puisque en amont, vous n'êtes pas encore préparé par rapport à votre projet, vous n'avez pas encore effectué, par exemple, les recherches qu'il faut, vous n'êtes pas encore outillé comme il le faut, juste une ou deux phrases de cette personne-là peuvent vous déstabiliser personnellement. Puisque avant d'aller partager votre idée, avant d'aller parler de votre idée, vous n'avez pas réellement pris le temps de vous asseoir puis d'étudier votre idée vous-même. D'abord de mûrir votre idée vous-même. Et ça, c'est réellement quelque chose que je conseille aux entrepreneurs qui veulent aussi se lancer dans les affaires actuellement. Vous avez peut-être une idée d'affaires. Vous vous dites, oh, wow, ça c'est la meilleure idée au monde. Ne soyez pas très rapide à aller en parler. Prenez les temps, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 semaine, ça dépend de la grandeur du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Prenez le temps vous-même de vous instruire sur votre propre projet. Prenez le temps vous-même d'étudier votre propre projet, d'étudier tous les risques qui sont liés à votre projet, tous les in and out qui sont liés à votre projet. Puis c'est une fois que vous avez tout ça, c'est une fois que vous avez maîtrisé tout ça, que vous pouvez maintenant aller parler aux autres par rapport à votre projet. Et là, maintenant, quand les autres vont vous donner même des nouvelles idées, ou même vont vous donner des suggestions, ou vont vous faire des critiques, vous saurez comment, entre guillemets, recadrer votre vision, ou dans une certaine mesure, votre idée, sans pour autant travailler à supprimer littéralement l'idée. Puisqu'il y a beaucoup des idées qui sont avortées même avant qu'elles ne soient mises en place ou mises en pratique. Pourquoi? Puisque vous en avez parlé aux mauvaises personnes. Et pas seulement, parfois même, ce n'est pas même que vous en avez parlé aux mauvaises personnes, parfois vous en parlez aux bonnes personnes alors que vous-même vous n'êtes pas une bonne personne pour mettre en place ces projets-là. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si par exemple moi je vais aujourd'hui parler d'un projet technologique à Elon Musk, puisque je n'ai pas la maîtrise du domaine technologique, puisque je n'ai pas la maîtrise de tous les in and out, que ce soit par rapport à l'intelligence artificielle, que ce soit par rapport au coding, que ce soit par rapport à l'informatique, techniquement, juste au travers de cette conversation-là, sans le vouloir, Elon Musk peut me décourager à entrer dans ces projets-là, à me lancer dans ces projets-là. Pourquoi? Puisque je serai en train de parler à quelqu'un qui, dans une certaine mesure, a plus de connaissances que moi sur mon propre projet, alors que je suis censé être le visionnaire de mon projet. Et à chaque fois que vous rencontrez des gens comme ça dans la vie, dans l'entrepreneuriat, qui quand vous parlez de votre idée et ils maîtrisent plus votre... Ici, je ne parle pas de maîtriser les secteurs. Ici, je parle de maîtriser votre idée. Ça veut dire vous parlez d'une idée bien spécifique à quelqu'un, puis la personne vous décrit des A à Z, littéralement, comment doit être structurée votre idée, comment est-ce que ça doit marcher, comment est-ce que vous devez travailler pour que ça marche, qu'est-ce que vous devez éviter pour que ça ne marche pas. Si vous parlez à une telle personne, vous serez vous-même découragé dans une certaine mesure à travailler sur le projet. Puisque là, vous êtes devant quelqu'un qui n'a pas eu le temps de se préparer pour répondre à ces questions-là, qui n'a pas eu le temps de se préparer, entre guillemets, pour partager de cette expérience-là, mais vous venez juste avec un projet, vous en partagez avec lui comme ça, puis bouf, il vous lance toute cette connaissance. Vous allez littéralement vous penser que vous êtes moindre
Vous allez littéralement penser peut-être que vous n'êtes pas les mieux habilités à entrer dans ces projets-là. Et je pense, le podcast avec Jean-Baptiste, pour entrer au podcast avec Jean-Baptiste, c'était pour moi vraiment une très belle conversation puisque ça montrait la complexité qu'il y a entre prendre les risques puis, entre guillemets, se lancer dans sa destinée. Vous ne pouvez pas vouloir vous lancer dans votre destinée, dans votre appel, dans pourquoi vous êtes vraiment créé si vous n'avez pas la notion de la prise des risques. Et Jean-Baptiste, par exemple, avait parlé de ce que sans avoir déjà un baccalauréat en administration des affaires ou en gestion en finance ou je ne sais pas moi en quel domaine, les mecs, ils pouvaient quand même avoir un contrat, puis aider quelqu'un, puis la personne l'a littéralement payé $1000 pour les travaux sur lesquels il avait, les travaux qu'il avait élaborés pour la personne. Et ça montre réellement que la prise des risques, le fait de se mettre en avant, déjà comme moi, je l'ai fait actuellement, c'est déjà un risque. Je suis pas fait la communication, je suis pas fait des études. J'ai peut-être suivi des podcasts à gauche, à droite, mais je suis pas quelqu'un, entre guillemets, qui a toujours été à l'aise à parler devant les gens. Certes, pour ceux qui me connaissent, ils savent parfois que je parle quand même devant les gens, mais c'est pas comme si c'est quelque chose d'inné pour moi. C'est pas comme si c'est quelque chose dans lequel j'ai étudié ou j'ai fait des formations par rapport à ça. Pour moi, je suis littéralement en train d'apprendre sur les tas. Et je remercie toujours les personnes qui parfois nous envoient des feedbacks pour dire, OK, l'épisode précédent, il y avait ça qui n'avait pas bien marché. Peut-être qu'il faudrait améliorer ça. Pour moi, je ne prends pas ça personnellement. Pour moi, c'est good. Je suis en train de m'améliorer sur l'état et les personnes ne sont pas en train de me juger sur les fonds, mais plutôt sur la forme. Ça montre déjà que je fais quand même du bon boulot. Et c'est ça l'entrepreneuriat, la prise des risques. Et nous en avons parlé avec Jean-Baptiste en long et en large. Et je vous invite d'ailleurs même à aller encore peut-être révisionner les podcasts avec Jean-Baptiste, qui était un excellent podcast en tout cas. Il a parlé de son parcours, il a parlé de sa vie, il a parlé de ses idées d'affaires. Je pense bientôt on aura encore peut-être à se rencontrer avec Jean-Baptiste pour un autre podcast où on va plus maintenant parler de l'entrepreneuriat à 100%, puisque là nous avons un peu parlé de tout et de rien, son arrivée au Canada, tout ça. Mais bientôt nous aurons au moins à faire un podcast pour parler vraiment 100% d'entrepreneuriat, 100% de business, et comme j'aime à le dire, 100% de capitalisme. Et puis le deuxième épisode, c'était avec encore un ami. Vous l'avez peut-être remarqué, mais toutes les personnes que j'ai invitées au mois d'août, ce sont déjà des personnes avec lesquelles j'étais déjà dans une certaine mesure en amitié. On se connaissait déjà, ça fait 2-3 ans, littéralement 4 ans même, par exemple, pour Jean-Baptiste, que j'ai connu un peu, je pense en 2021 ou en 2020, je ne me rappelle pas, mais je pense, ça doit être en 2020, je pense que je me suis rencontré avec Jean-Baptiste. Donc, toutes les personnes que j'ai invitées au mois d'août, pour moi, c'était des personnes que je connaissais déjà, avec lesquelles je suis en de très bonnes relations. Mais bizarrement, j'en ai plus aussi appris sur ces personnes-là que durant, entre guillemets, tout le temps qu'on a eu à passer ensemble. C'est-à-dire apprendre vraiment sur la personne. Que ce soit Jean-Baptiste, par exemple, que ce soit Franck Malik, que ce soit Landry Wamba. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur ces personnes-là, alors que nous sommes amis, ça fait 2-3 ans. En moins de 40 minutes, 1 heure, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur ces personnes-là, sur peut-être des choses qu'on n'a pas vraiment, sur des sujets peut-être qu'on n'a pas le temps d'aborder quand on est en train de parler entre amis ou c'est pas moi quoi. Mais ça m'a vraiment donné de connaître les personnes, de connaître leurs valeurs, de connaître what they stand for, like, leur éthique, entre guillemets, leur vision par rapport à l'Afrique, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au Canada. Et ça, c'était vraiment quelque chose pour moi ça m'avait littéralement même surpris. Je pense, j'ai suivi au moins 2 fois minimum le podcast avec tout un chacun après avoir fait les montages et autres. Donc, mis à part les temps sur lesquels j'étais en train de travailler pour faire les montages. Mais je suis encore allé sur YouTube moi-même pour suivre encore minimum 2 fois chaque podcast. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de superbe en tout cas. Comme je disais, le deuxième podcast était avec Franck Malik et les thèmes pour ces podcasts-là, je pense, c'était en tant qu'Africain, je pense, il considérait en tout cas qu'il était de son devoir de rentrer en Afrique. Et ça, je pense même avec Jean-Baptiste, nous en avions aussi brièvement parlé. Je ne sais pas, mais je commence à rencontrer de plus en plus du monde, de plus en plus des entrepreneurs, de plus en plus des Africains sur les campus, qui sont même sur les réseaux sociaux, qui sont même en présentiel, qui commencent à voir... il y a comme cette petite flamme-là qui est en train réellement de renaître pour l'Afrique. Et je pense pour moi, peut-être, je ne vais pas être trop spirituel par rapport à ça et pour dire que c'est peut-être l'accomplissement de mes prières, mais vous ne savez pas ce que ça m'est fait que de parler avec des Africains qui me disent « Rati, là au Canada, c'est clair que nous sommes en train de réussir notre carrière professionnelle. Nous avons peut-être entrepris à gauche, à droite, par exemple. Nous avons tel ou tel autre projet pour le Canada.
Mais je pense réellement que moi, c'est l'Afrique ma terre. C'est réellement l'Afrique ma terre promise. C'est réellement l'Afrique, entre guillemets, ma maison. Et ce n'est pas juste une question, entre guillemets, d'être lié à son continent. Ce n'est pas juste une question d'être lié à sa tribu, à son ethnie ou quoi. Pour moi, je pense, si nous avons de plus en plus ce genre d'entrepreneurs, que ce soit des femmes ou des hommes qui se décident pour dire, OK, je suis venu au Canada, je suis venu aux États-Unis, en France, en Angleterre, pour étudier, peut-être pour acquérir encore de l'expérience professionnelle. Mais d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, j'ai un plan pour l'Afrique. Puisque ce qui est sûr, c'est que nous, personnellement, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Franck Mali, que ce soit Landry Wamba, nous avons tout ce qu'il faut pour entreprendre au Canada. Nous avons toutes les connaissances qu'il faut, par exemple. Je ne dirais pas que nous avons déjà atteint les summums, mais nous avons quand même les minimums qu'il faut pour débuter l'entreprise au Canada. Et par exemple, pour le cas de Jean-Baptiste, qui est déjà cofondateur, par exemple, d'une entreprise ici en conseil au Canada, Busyplane, d'ailleurs, qu'il pouvait aller voir sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons entre guillemets, déjà quand même les outils qu'il faut pour entreprendre au Canada, pour faire aussi la différence au Canada, pour montrer aussi à la nouvelle génération, peut-être aux générations futures, qu'il est possible de quitter l'Afrique, de venir au Canada, de venir aux États-Unis, de venir en Afrique, d'y investir, puis d'y établir aussi des business qui marchent, des empires littéralement. Nous avons tout ce qu'il faut. Ce n'est pas l'intelligence qui manque, ce n'est pas les courages qui manquent, ce n'est pas la volonté même parfois qui manque. Mais nous nous disons que le Canada, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Australie sont déjà quand même des pays qui sont quand même développés. Et si aujourd'hui nous créons des entreprises qui sont là, qui évaluent à 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards de dollars, nous aurons tout donné au Canada, nous aurons tout donné aux États-Unis, nous aurons tout donné à la France et autres. Et par rapport à l'Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va développer l'Afrique si nous-mêmes, Africains, nous nous disons l'Afrique, ce n'est pas notre place? Puisque ce qui est sûr, c'est que vivre au Canada, vivre aux États-Unis, vivre en France, en Angleterre, surtout si vous avez fait vos études là-bas, professionnellement parlant, vous êtes quand même assuré que vous aurez un emploi qu'il faut. Vous allez quand même vivre votre vie, vous allez peut-être acheter votre maison que vous allez payer sur 25 ans, sur 30 ans. Vous aurez quand même la vie qu'il faut. Vous aurez quand même tout ce qu'il faut pour faire une petite belle vie. Mais je pense que, surtout si vous avez, entre guillemets, une corde d'entrepreneur. Je pense que si vous êtes africain, que vous êtes venu ici au Canada, en France ou en Angleterre, aux États-Unis pour faire vos études, vous avez peut-être même commencé votre carrière professionnelle. Il n'y a pas meilleur endroit où investir, où aller s'investir qu'en Afrique. Et je ne dis pas ça juste puisque je suis africain. Clairement, c'est plus que je suis africain. Mais au-delà d'être africain, je pense réellement que d'une manière ou d'une autre, l'avenir du monde, comme le disait Landry Wamba, ça sera en Afrique. L'Afrique, c'est la terre promise. Que ce soit le Canada, les États-Unis, il y a déjà beaucoup de secteurs qui sont entre guillemets saturés. C'est clair qu'avec l'intelligence artificielle actuellement, avec le deep learning, avec tout ce qui a à voir avec l'informatique, avec toutes ces révolutions, il y a beaucoup d'autres industries qui sont en train de se créer chaque jour, d'autres secteurs qui sont en train de se créer chaque jour. Mais vous ne savez pas, entre guillemets, l'impact que vous pouvez faire en Afrique, au-delà de l'impact social pour dire que vous allez créer de l'emploi en Afrique. Mais vous ne savez pas ce que vous pouvez, entre guillemets, impulser comme changement en Afrique si vous revenez en Afrique, vous commencez à investir en Afrique, puis vous avez du succès en Afrique. Une entreprise créée par un Africain qui pèse 100 millions de dollars en Afrique, pour moi, vaut plus qu'une entreprise créée par un Africain au Canada qui vaut 1 milliard de dollars. Puisque les 100 millions de dollars d'entreprise, des valeurs d'entreprise que vous avez créées en Afrique, au-delà juste de la valeur monétaire, au-delà juste du transactionnel, du capitalisme qui est derrière ça, vous ne savez pas combien de jeunes vous allez inspirer, entre guillemets, pour aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous ne savez pas combien de générations vous allez propulser, entre guillemets, à suivre aussi votre voie. Et je pense même on va en parler à la fin par rapport à un nouveau concept de podcast que nous allons mettre en place d'ici le mois de septembre. Vous ne savez pas, entre guillemets, ce qu'un dollar vaut en Afrique, un dollar créé en termes de valeur vaut en Afrique, et un dollar en Europe ou au Canada ou aux États-Unis. Un dollar créé ici au Canada, ça vaut presque rien. Mais un dollar créé en Afrique, créé par exemple au Congo, créé à Kinshasa, à Lubumbashi, à Abidjan, ça vaut plus que vous ne pouvez penser. Donc si vous avez vraiment, pour résumer même la conversation avec Franck Malik, on a parlé beaucoup de choses, je ne vais pas revenir sur tout, mais si vous pensez réellement que vous avez une certaine corde entrepreneuriale en vous,
vous avez un penchant entrepreneurial en vous, vous avez une idée, qu'elle soit dans la fintech, qu'elle soit dans l'immobilier, qu'elle soit dans les transports, qu'elle soit dans la communication, dans tous les secteurs possibles, avant même de penser à investir ici au Canada, avant de penser à investir aux États-Unis, en Europe ou je ne sais pas moi dans quel autre continent ou pays, pensez au moins, est-ce que cette idée, je ne peux pas la mettre en Afrique, je ne peux pas l'implémenter en Afrique. Et c'est clair que vous n'allez peut-être pas vous faire autant d'argent que si vous vous lancez dans cette idée-là ici au Canada ou en France, aux États-Unis, en Australie. Mais au-delà de l'argent, au-delà de la valeur monétaire, tout ça, regardez un peu l'impact que vous allez amener en Afrique. Regardez les changements qui pouvaient propulser en Afrique. Regardez un peu les vies qui peuvent être transformées en Afrique. Pas pour dire que si vous investissez au Canada, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de changements, il n'y aura pas des vies que vous allez changer, transformer. Mais comparativement au Canada, je pense que la différence, elle est bien établie. Et je pense que cette conversation avec Jean Malik aussi, plutôt avec Franck Malik, Jean Malik, avec Franck Malik m'a fait, entre guillemets, vraiment confirmer mon idée selon laquelle il m'est impossible, moi, même si aujourd'hui j'entreprends aussi au Canada, j'ai créé 2 ou 3 business au Canada, mais il sera presque impossible, entre guillemets, de me voir à 35 ans, 40 ans, 50 ans, même pas 50 ans d'ailleurs, c'est déjà loin, 35 ans littéralement, toujours ici au Canada, aux États-Unis, en France ou dans n'importe quel pays. Il m'est même difficile parfois même de me voir à 30 ans encore ici, par exemple en Occident. Et je rentre, cette année j'étais en Afrique, j'étais au Congo, l'année passée encore j'étais au Congo. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, je sais que aller investir, aller entreprendre en Afrique, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a beaucoup de difficultés, qu'elles soient côté politique, qu'elles soient côté administratif, qu'elles soient... Juste un exemple, par exemple, lorsque nous étions en train de vouloir créer un compte bancaire pour une entreprise que nous avons récemment créée au pays. Je ne vais pas citer le nom de la banque, mais je l'aurais fait. Mais bon, on aura peut-être à parler de ça dans un autre épisode avec mon partenaire Léo. Nous avons passé littéralement 2 semaines pour ouvrir un compte bancaire dans cette institution. Un compte bancaire pour une entreprise. Ça veut dire on passait là aujourd'hui, puis on nous demande de repasser l'autre jour, puis on nous demande de repasser l'autre jour, puis on nous appelle pour demander un document manquant. On a passé 2 semaines, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise, la banque ne nous a jamais contactés pour cette ouverture des comptes. Et nous avons dû aller ouvrir un compte dans une autre entreprise, alors que cette banque-là, elle est parmi les 2 plus grandes banques au pays. C'est clair, c'est juste pour dire qu'aller entreprendre en Afrique, c'est clair que ce n'est pas une partie de plaisir. Mais pour moi, là, entreprendre en Afrique, c'est plus du domaine de l'appel. It's like you are called for it. Like, pour ceux qui croient peut-être en Dieu, pour moi, c'est comme si c'est un appel divin, littéralement. Et ce n'est pas tout le monde qui va aller investir en Afrique. Je ne demande pas à tous les Africains qui sont au Canada, en France, en Australie, de tous rentrer en Afrique. Ce serait parfois irréaliste. Nous avons aussi besoin de voir des champions africains investir ici aux États-Unis, au Canada, en France, devenir des grands manias dans l'immobilier, dans les commerces, dans les transports, dans l'aviation, dans toutes ces industries, dans tous ces secteurs. Nous avons aussi besoin de voir des Africains qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus au Canada, en France, aux États-Unis, qui ont investi leur argent, qui ont travaillé dur, qui ont peut-être quitté des zéros pour aller jusqu'à 100 milliards, 2 milliards, 1000 milliards même d'évaluation d'entreprise. Nous en avons aussi besoin. Je ne dis pas que tout le monde doit rentrer en Afrique, ça n'aurait pas de sens. Mais pour ceux d'entre vous qui me suivent actuellement, puis qui d'une manière ou d'une autre, pensez réellement que l'Afrique, c'est votre terre. L'Afrique, c'est la raison pour laquelle Dieu, entre guillemets, a mis en vous toutes ces connaissances, toutes ces compétences, toute cette énergie d'ailleurs même. Ne doutez pas, ne réfléchissez pas à 1000 fois avant de rentrer en Afrique. Entourez-vous des bonnes personnes, c'est clair, formez-vous, c'est clair. Mais cherchez un moyen pour rentrer en Afrique. Pas juste pour rentrer, mais pour rentrer avec toutes ces connaissances que vous avez déjà acquises, toutes ces compétences que vous avez déjà acquises. Aller transformer l'Afrique, qu'elle soit dans les domaines de l'agriculture, qu'elle soit dans le domaine de la technologie, qu'elle soit dans le domaine du médical, qu'elle soit dans l'hôtellerie, dans n'importe quel domaine, qu'elle soit dans le tourisme. Nous n'avons pas tous à être dans la technologie, nous n'avons pas tous à être dans l'immobilier, nous n'avons pas tous à être dans l'agro, c'est pas moi, pastoral ou quoi. Cherchez votre domaine, qu'elle soit dans le marketing, dans la communication. Trouvez votre domaine de prédilection, si je peux dire comme ça, puis lancez-vous dedans. Ça ne sera pas facile, c'est clair. Moi, j'entreprends déjà au pays, j'ai déjà des entreprises au pays. Et je peux vous dire que chaque jour, c'est pas facile. Vous avez des nouvelles pour dire. Juste récemment, par exemple, nous avons
entre guillemets, eu un problème avec la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, donc la DGRK. Bon, pas un problème, mais une nouvelle qui, quand mon directeur, l'assistante administrative nous a envoyé les messages dans les groupes d'entreprise pour dire, OK, il y a un agent de la Direction des Recettes de Kinshasa, Direction Générale des Recettes de Kinshasa, je pense, DGRK, qui est passé pour déposer telle lettre et voici ce que ça dit. Lorsque j'ai juste lu la lettre, I was like, damn it. Like, j'ai quitté directement la conversation. Puis par après même, c'est mon partenaire, puis notre directeur général qui ont continué à faire la conversation dans le groupe pour trouver une solution autre. J'ai peut-être juste lancé 2 ou 3 messages par rapport à ça, mais parmi les centaines de messages qu'ils ont lancés dans les groupes par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre actuellement, pour moi, ça me dépassait tellement qu'I was like, wait, how did we end up here? Why am I even doing this? Mais à un certain moment, I'm like, si c'est ça les prix à payer, je vais les payer. Et il faudrait, entre guillemets, que tout un chacun qui veut aller entreprendre en Afrique en soit conscient pour dire, OK, il y a les difficultés administratives, il y a l'instabilité politique, il y a tout ça, il y a tout ça. Mais si c'est ça les prix à payer pour rentrer en Afrique, investir l'Afrique, transformer l'Afrique, faire de l'Afrique ce que j'attends ce que l'Afrique soit, je vais aller les payer. L'Afrique a besoin des gens qui vont payer les prix pour elle. Pas juste des gens qui vont venir pour devenir riches, mais les gens, entre guillemets, qui vont l'enrichir. Et plus qu'aucun autre continent sur cette terre, l'Afrique en a réellement besoin. Donc ça, c'était un peu le résumé lié à ma rencontre avec Jean... pourquoi je dis Jean Malik? Franck Malik. I don't know why. Peut-être, je sais pas. Peut-être j'ai un Jean dans ma tête, je sais pas. Mais avec Franck Malik, donc c'était un peu ça le résumé avec, pour le podcast avec... Franck Malik. Puis le 3e podcast, c'était avec Landry Wamba, les Goats, les Camerounais. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé d'immigration, nous avons parlé des changements ici au Canada. Il nous a aussi parlé, entre guillemets, de son expérience professionnelle. Il nous a donné aussi des clés, entre guillemets, pour vraiment conquérir, entre guillemets, les mondes professionnels lorsque nous sommes étudiants en 3e, 4e année. Bref, nous avons parlé de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup à apprendre, entre guillemets, de ces podcasts. Puis, comme vous l'avez peut-être remarqué, le thème de notre podcast sous l'en-tête, c'était les Canada. Ce n'est plus les Canada d'hier, ce n'est plus les Canada d'avant. Et ça, vraiment, c'était pour moi quelque chose c'était un message que je voulais vraiment transmettre à tout le monde, faire comprendre à ceux qui me suivent en Afrique pour dire, vous voulez venir au Canada, good. Je ne peux pas vous empêcher de venir au Canada. Vous voulez aller au Canada, c'est pas en France, en Australie, aux Pays-Bas, dans n'importe quel pays du monde, c'est good. Mais on aimerait quand même vous informer pour dire que le Canada, la France, les États-Unis, ce n'est plus la France, ce n'est plus les États-Unis, ce n'est plus le Canada d'hier. Les choses ont changé. Juste par exemple, avec la France, nous avons par exemple vu la montée du Front National, par exemple, donc de la gauche de manière générale en France, avec tout ce qui est ça. Il y a quand même eu beaucoup aussi de scandales, entre guillemets, liés à ça. Nous avons vu plusieurs vidéos, par exemple, des gens, entre guillemets, des Africains qui ont demandé de rentrer chez eux puisque la France n'était pas leur terre. Et parfois même, ce sont des, entre guillemets, Africains, puisque, entre guillemets, ils sont noirs, sont parfois des gens qui sont nés en France, qui ont un passeport français. Sont peut-être des gens, entre guillemets, dont les parents sont venus en France, c'est pas moi, en 1800, en 1900, c'est pas moi, 80, 70 ou quoi, qui sont nés en France et qui se considèrent français et qui ne sont parfois même jamais rentrés en Afrique. Mais on va demander à ces gens-là de rentrer en Afrique puisque la France, ce n'est pas leur pays. Alors qu'ils sont français, ils sont nés en France, ils ont un passeport français, tout ce qu'ils connaissent du monde, c'est la France qui leur a montré cela. Et on demande à ces personnes-là de rentrer chez elles. Pourquoi? Puisqu'elles sont noires. C'est juste d'une manière pour dire que les États-Unis, la France, le Canada, l'Occident de manière générale, ce n'est plus l'Occident d'hier. Les Canadiens qui avaient besoin de beaucoup de travailleurs temporaires, qui avaient besoin de beaucoup d'immigration. Vous avez vu même avec les informations ces dernières semaines, beaucoup de choses sont en train de changer. L'immigration devient un problème partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi au Canada. On en parle partout. Et je n'aimerais pas, entre guillemets, mettre mes enfants au monde, puis je n'aimerais pas faire vivre une situation de minorité à mes enfants, alors que j'ai le choix de rentrer chez moi, puis de faire vivre mes enfants, entre guillemets,
leur faire vivre une vie avec dignité. Je ne veux pas, par exemple, que si j'étais en France, que un jour mon enfant aille à l'école, puis qu'on les traite des Noirs, par exemple, qu'on les traite d'étrangers alors peut-être qu'ils seraient nés en France, qu'on les demande de rentrer chez lui alors qu'il se sent français, il se sait français. Je n'aimerais pas faire vivre ça à mes enfants. Et ce n'est pas juste une question de... Pour moi, à un certain niveau, c'est presque une question de dignité dans une certaine mesure. Venez prendre ce qu'il faut en Occident en termes de connaissances, en termes d'expérience. C'est clair qu'il y a les meilleures universités ici, puisque vous avez accès à plusieurs ressources en même temps. Mais après avoir reçu toutes ces connaissances, pensez aussi à l'Afrique. Pensez à l'Afrique. Et même avant de venir ici, ayez un plan pour l'Afrique. Ne venez pas juste au Canada, aux États-Unis, en France. Ne voyagez pas juste pour voyager. Nous ne sommes plus un siècle où on peut juste voyager pour les biens de voyager. Voyagez avec un plan. Et si je pouvais vous suggérer un plan, ce serait un plan pour l'Afrique, pour dire, je vais aux États-Unis, je vais étudier pendant 4 ans, je vais peut-être travailler pendant 4 ans, je vais peut-être faire ça, faire ça, faire ça. Mais à mes 30 ans, mes 28 ans, mes 50 ans, je ne sais pas moi, dépendamment de l'âge à laquelle vous êtes actuellement, je compte revenir en Afrique. Et ça, c'est une décision que vous devez prendre. Ça, c'est une information que vous devez, entre guillemets, quelque part mettre dans votre tête. L'Afrique ne doit pas... L'Afrique, pour vous, ne doit pas devenir, entre guillemets... ce n'est pas un plan de secours. L'Afrique, c'est notre continent. L'Afrique, c'est d'où nous venons. Ne faites pas, entre guillemets, de votre maison un plan de secours. L'Afrique, c'est chez vous. Et à chaque fois que j'y rentre chez moi, la fois passée, j'étais là au mois de mai, pendant presque un mois. Il y a beaucoup de difficultés, comme je vous l'ai dit. Mais vous ne savez pas ce que ça fait que d'être chez soi. Là, qu'avec tous ces embouteillages, avec la chaleur, avec le manque d'électrification, avec le manque d'eau, je ne sais pas moi, avec tous ces dilemmes, même en entrepreneuriat, comme j'étais en train de parler ici, par exemple, avec tout ce qui est lié avec les impôts, les taxes, parfois on ne comprend même plus ce qui se passe. Bref, mais vous ne savez pas ce que ça fait que d'être chez soi. Et ces sentiments-là, parfois, pour les sentir, pour les vivre, il faut avoir quitté, par exemple, son pays pendant 2-3 ans sans y avoir encore été, puis rentrer peut-être 5 ans, 10 ans après. Demandez à ces gens-là qui ont vécu en France, qui ont peut-être quitté les Congos, l'Afrique de manière générale, quand ils avaient 10 ans, 15 ans, puis ils sont rentrés quand ils avaient 30, 45 ans. Il faut leur demander les sentiments que ça fait de rentrer chez soi. Là, ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans les luxes, ça n'a rien à voir avec le fait d'être riche. Ça a tout à voir avec le fait que dès que vous atterrissez, d'une manière ou d'une autre, you feel like you are home. Et ça, c'est quelque chose qui est un passeport français, un passeport américain, un passeport canadien. Comment on peut dire? Surtout pour les gens qui sont venus ici quand ils avaient 20 ans comme moi, par exemple, 22 ans, 23 ans. Si vous avez quitté, par exemple, quand vous avez 1 année, 2 ans, littéralement, vous devenez américain, français, canadien. Mais si vous avez quitté, vous avez 20 ans, 18 ans, 19 ans, vous avez quand même déjà la conscience par rapport au monde et autres. Une fois que vous rentrez, entre guillemets, chez vous, une fois que vous rentrez, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Haïti, que ce soit... Mais avec tous les troubles qu'il peut y avoir, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir quand vous atterrissez à Montréal. Il y a un sentiment qui se vit en vous, une certaine quiétude qui se vit en vous, que vous ne pouvez pas ressentir quand vous atterrissez à Dallas ou, c'est pas moi, à Francfort, ou vous atterrissez, c'est pas moi, à Charles de Gaulle. Like, there is something. Et ça même, ce n'est pas juste quand vous atterrissez dans votre propre pays. Lorsque j'ai atterri, par exemple, récemment en Côte d'Ivoire, I felt like I was home. Like, I don't know. Ça n'avait rien à voir juste avec le fait qu'il y avait des gens presque de la même culture, peut-être la même couleur de peau qui m'entouraient. Mais ça avait tout à voir parfois, je ne sais pas comment expliquer ça, mais peut-être avec le fait que là, je suis dans une situation où je suis devant des gens qui vivent la même chose que moi, qui vivent les mêmes difficultés que moi, qui voient les passés de la même façon que moi et qui, dans une certaine mesure, ont une certaine idée de l'avenir que je partage aussi. Et ça, il n'y a pas... je ne sais pas comment l'exprimer, entre guillemets, mais si vous n'avez jamais été en Afrique, si vous êtes africain d'origine, n'avez jamais été en Afrique, quand vous allez rentrer en Afrique, you'll feel it. And you'll know what I'm talking about. Donc ça, c'était un peu par rapport... de manière générale, je voulais un peu faire un résumé par rapport aux 3 podcasts que nous avons eus durant le mois d'août.
C'était vraiment un temps superbe, comme je vous l'ai dit. C'était pour moi un temps où j'ai appris de mes amis, puisque tous ceux qui sont passés, c'était mes amis, mais j'ai aussi vraiment appris beaucoup d'eux. J'ai aussi appris certaines facettes de leur personnalité ou de leur parcours que je n'avais jamais discerné, ou je n'avais même peut-être jamais même pensé à ça. So, si jamais vous avez d'ailleurs même des questions, des suggestions, vous voulez même d'ailleurs avec un intervenant qu'on fasse aussi un podcast sur un sujet bien spécifique, qu'on a peut-être élaboré de manière un peu rapide dans une certaine mesure dans nos podcasts précédents, n'hésitez pas de nous contacter, que ce soit via notre courriel contact@isakarmindset.com ou même via nos réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, ou même via notre chaîne YouTube directement en commentaire. Ça nous ferait vraiment plaisir de réinviter ces gens-là, puis de répartager encore de leur expérience par rapport à un domaine bien spécifique. Donc ça, c'était par rapport au petit récap que j'ai voulu un peu faire de ces 3 podcasts que nous avons eu durant le mois d'août. Nous en aurons encore de toutes les façons durant le mois de septembre. Donc c'est une continuité, ça va continuer. Ce n'est pas la fin. Nous avons encore plusieurs autres invités qui vont nous rejoindre, pas seulement des étudiants maintenant de l'Université d'Ottawa, mais même d'autres universités, que ce soit l'Université de Montréal, que ce soit l'Université du Québec à Trois-Rivières, que ce soit même la Cité collégiale. Bref, nous allons ouvrir, entre guillemets, agrandir notre tente, si je peux dire ça comme ça, à plusieurs mondes pour nous rejoindre. Là, nous passons maintenant à la deuxième partie de ces petits entretiens avec vous, c'est l'annonce. Et oui, il y a quelque chose de grand qui s'est créé, il y a quelque chose de grand sur lequel nous sommes en train de travailler, et je pense à la deuxième semaine d'août, du mois de septembre plutôt, nous allons débuter cela. Ça sera chaque jeudi. Chaque jeudi, maintenant, nous aurons un nouveau podcast sur Isakar Mindset intitulé Business Case Study. That's it. Business Case Study. En français, ça serait... je n'avais même pas pensé à ça en français, bizarrement. Ça serait l'étude d'un cas d'affaires, littéralement. Étude d'un cas d'affaires, de manière simple. Alors, qu'est-ce que nous allons faire durant cette étude des cas d'affaires? C'est un concept, entre guillemets, pour parler un peu de tout ce qui est grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui. Prenons Amazon, prenons Facebook, prenons Nvidia, prenons tout ce que vous connaissez comme entreprise dans la technologie, dans l'intelligence artificielle, dans les transports, dans la communication. Bref, nous n'allons pas juste nous limiter à un secteur. Mais chaque jeudi maintenant, à partir de la deuxième semaine du mois de septembre, chaque jeudi, que ce soit moi personnellement ou avec peut-être un autre invité, ou même avec un professionnel du domaine. Si par exemple on est en train de parler d'une entreprise en finance, on va sûrement appeler quelqu'un du domaine aussi de la finance qui est disponible pour qu'on en parle un peu plus en profondeur. Si on parle d'une entreprise par exemple qui a fait succès dans les domaines du marketing, de l'hôtellerie, de l'immobilier, on va appeler aussi un professionnel dans l'histoire, pas juste un fondateur ou quoi, mais juste un professionnel dans l'histoire pour nous donner aussi kind of insights d'un professionnel aussi par rapport au domaine. Donc, chaque jeudi, nous avons un cas d'affaires et les premiers cas d'affaires sur lesquels nous allons travailler, ce seraient les cas d'affaires d'Amazon. J'ai travaillé chez Amazon, j'étais intern chez Amazon l'année passée, donc je sais quand même de quoi je vais parler dans une certaine mesure puisque c'est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur, Donc, le deuxième jeudi du mois de septembre, nous aurons notre first business case study sur Amazon. Nous allons parler de la création d'Amazon, nous allons parler de l'opportunité, entre guillemets, que Jeff Bezos avait vu avant de créer Amazon, nous allons parler des difficultés, entre guillemets, que Jeff Bezos avait rencontrées lors de la création d'Amazon, nous allons faire des commentaires, mais l'essentiel, entre guillemets, derrière tout ça, ce n'est pas juste de commenter, c'est pas juste de faire une étude, puisque c'est vraiment une étude que nous allons faire avec des chiffres, avec des stats, avec des données vérifiables. Mais l'idée derrière, entre guillemets, c'est juste vous montrer qu'il est possible de sortir des zéros pour aller à 1000 milliards. Il est possible, entre guillemets, d'échouer, puis de se recadrer par rapport à sa vision, par rapport à ses idées, puis de toujours réussir dans une certaine mesure. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose de superbe, en tout cas. Ça sera vraiment something that you must live. Je pense peut-être qu'en grandissant, nous aurons peut-être maintenant des sessions live, littéralement. On pourra avoir vos questions directement en live, mais pour l'instant, nous allons juste publier ça chaque jeudi, faire des enregistrements que nous allons publier. Mais attendez-vous maintenant chaque jeudi à partir de 18h30
Air du Canada, bien sûr, à avoir un business case study. Et ça sera à partir de la deuxième semaine de septembre. Et la deuxième semaine de septembre de cette année 2024, nous allons commencer avec Amazon. Nous allons parler des Amazon, nous allons parler de pourquoi, ce jour-là, en tout cas, on va parler de pourquoi on a choisi Amazon. Nous allons montrer les modèles d'affaires d'Amazon, comment son modèle d'affaires a évolué au fur et à mesure du temps, comment est-ce qu'il a pivoté, comment est-ce que, par exemple, il a quitté des livres à tout ce qu'il est actuellement, comment est-ce que, par exemple, durant plus d'une décennie presque, Amazon ne faisait que des pertes, alors que c'était une entreprise qui, en bourse, par exemple, ne faisait que grimper. Donc, comment est-ce qu'une entreprise peut grimper en bourse, puis en même temps aussi faire des pertes au niveau de sa compta interne. Donc, bref, on va un peu parler de tout ça dans une certaine... Ça sera vraiment quelque chose... Ça sera vraiment enrichissant. Like, even myself, I can't wait, like, pour ces podcasts-là, même si c'est moi qui vais peut-être présenter ça, mais je suis vraiment excité par rapport à ça. Et j'espère en tout cas que vous allez partager la nouvelle, que vous allez aussi partager nos vidéos, vous allez liker nos vidéos, vous allez commenter. D'ailleurs, si vous voulez aussi qu'on parle d'une entreprise bien spécifique, vous pouvez toujours aussi nous donner ces idées-là. Puis, si possible, nous allons inviter aussi des gens qui sont du secteur, par exemple. Si ce n'est pas possible, nous allons trouver d'autres personnes avec lesquelles on peut parler, commenter sur ça de manière professionnelle, de manière structurée, entre guillemets, pour vous donner un peu un insight par rapport à ces business. Idéalement, ce que je pensais, c'était, I was like, je vais peut-être travailler juste sur les entreprises africaines. Ça veut dire les entreprises africaines fondées par des Africains qui ont percé, comme le dirait un Ivoirien. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant des recherches, qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, entre guillemets, qui ont percé. Il y en a bien sûr que je connais aussi personnellement, mais il n'y en a pas un millier en Afrique qui ont percé, puis sur lesquels on peut travailler, puis avoir des données facilement. Et sur lesquels, par exemple, nous avons aussi des fondateurs qui font aussi de la communication, qui se mettent aussi en avant. Donc, en Afrique, c'est difficile vraiment d'avoir des gens qui ont, entre guillemets, percé, puis qui se mettent en avant, puisque c'est peut-être culturel dans une certaine mesure. Donc, c'est difficile d'avoir vraiment de l'information venant de la source. Alors que pour faire un business case study, comme on sera en train de faire durant du mois d'août, de septembre, à compter du mois de septembre, on a vraiment besoin des données, on a vraiment besoin des feedbacks des fondateurs, on a besoin, entre guillemets, vraiment, like, we need to get some information pour être à mesure maintenant de pouvoir release ça, like, en faire tout un podcast littéralement. Et l'information, c'est pas vraiment monnaie courante, entre guillemets, en ce qui concerne les entreprises qui ont percé en Afrique, qui ont été fondées en Afrique. Ici, je ne parle pas des groupes internationaux comme MTN ou Orange qui sont basés en Afrique, tout ça. Mais like, ici, je parle vraiment des entreprises africaines, 100% africaines, fondées par des Africains, dont les capitaux sont détenus par des Africains, qui ont percé, qui ont, like, réussi dans une certaine mesure. Mais nous allons vraiment faire notre effort d'avoir de plus en plus des entreprises africaines sur lesquelles nous allons plus aussi faire nos business case study pour vous aider aussi, vous qui voulez investir en Afrique, qui voulez aussi entreprendre en Afrique, à avoir aussi un insight dans une certaine mesure à ce que c'est quoi entreprendre en Afrique. Un peu. Juste un exemple, juste comme ça, par exemple, d'entreprises qui me viennent. Et on ne va pas toujours parler des entreprises qui valent 1000 milliards ou quoi. On va aussi parler des petites entreprises, littéralement des moyennes et petites entreprises. L'idée derrière ça, c'est juste de mettre en avant les réussites des gens, qu'ils soient dans l'agriculture, qu'ils soient dans la pêche, qu'ils soient dans l'élevage, qu'ils soient dans les technologies, qu'ils soient dans la fintech. Nous allons vraiment parler de tout et de rien. Et comme je disais, par exemple, il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête, qu'ils soient... non, on va en parler. Il y a par exemple l'entreprise Totem, par exemple, Totem Media, par exemple, de Lumumba, par exemple, Michel Lumumba, que je suis, par exemple, sur... c'est quoi? C'est African... C'est quelque chose comme... Entrepreneur State of Africa, something like that. Voilà, je le suis très souvent, que ce soit Moulay, que ce soit... like, avec, par exemple, Anka. On pourra d'ailleurs même un jour parler d'Anka, par exemple, parler aussi de sa transition, pourquoi il était important, par exemple, qu'Anka fasse sa transition. Je suis quelqu'un qui est 100% entre guillemets donné à l'Afrique. Like, actuellement, je suis vraiment, alors que je suis en train de parler, je suis en train d'avoir littéralement des idées d'entreprise que j'avais littéralement oublié, mais là, je suis en train de, entre guillemets, d'avoir ça encore en tête sur lesquels là, on pourrait réellement travailler, que ce soit par exemple des fintech au Nigeria, que j'en connais quand même, que ce soit au Kenya, il y a beaucoup, entre guillemets, d'entreprises africaines sur lesquelles on pourrait parler, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de données disponibles. Like,
Ce n'est pas du open source en termes d'information, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, mais on va en tout cas faire l'effort qu'il faut aussi. Il faut même contacter des gens, entrer en contact avec des gens pour vraiment avoir l'information à la source. Puis, ensemble avec vous, faire ces business case studies. Et juste pour vous donner un peu une idée par rapport à comment ça sera structuré, nous avons quand même voulu structurer ça de manière concise dans une certaine mesure. On va d'abord, premièrement, parler, par exemple, du contexte de création de l'entreprise. Nous allons parler, par exemple, de la problématique, par exemple, à laquelle cette entreprise la répond. Parce que si vous êtes une entreprise, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez créer, mettre en place une entreprise, il faut bien que ça réponde à un problème. So, on va parler du contexte, on va parler de la problématique, on va parler des décisions stratégiques qui ont été mises en place au départ, par exemple, pour répondre à cette problématique-là, répondre... on va vraiment entrer vraiment en détail, entre guillemets, puis on va aussi parler des résultats, on va parler, entre guillemets, aussi des facteurs de réussite, qu'est-ce qui a vraiment mené à ce que ces projets-là réussissent. Mais on va aussi parler des facteurs d'échec. On va pas toujours parler des projets qui ont échoué. On va aussi parler aussi des entreprises qui ont... on va pas plutôt juste parler des entreprises qui ont réussi, mais on va aussi parler parfois des entreprises qui ont échoué. Et parmi les entreprises les plus... célèbre entre guillemets en termes d'échec, il y a WeWork qui était une startup. WeWork, c'était une startup aux États-Unis par exemple qui faisait du coworking. La startup là réussit tellement on va en parler un jour. Je pense que ça sera notre 3e épisode. On va parler des WeWork. Quand on vous dit par exemple que Amazon est évalué à 1000 milliards ou quoi, guys. On va en parler. WeWork, aujourd'hui, ça vaut, je sais pas moi, 50, 40 millions. On va en parler un jour. Allez d'ailleurs faire même des recherches sur Google, sur Internet, par rapport à WeWork. Vous allez déjà voir pourquoi est-ce qu'il est important qu'on en parle. Et je pense que ces jours-là, exceptionnellement, je vais peut-être avoir un ou deux. Je pense 2 étudiants en finance à l'Université d'Ottawa. D'ailleurs, si vous êtes étudiant à l'Université d'Ottawa et que vous êtes en finance, vous êtes en 3e, 4e année, et que vous êtes intéressé, par exemple, à parler d'investissement ou quoi, mais vous êtes intéressé, vous connaissez aussi les cas des WeWork, et vous voulez, entre guillemets, participer à ces podcasts-là du Business Case Study avec moi, écrivez-moi en privé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit même en commentaire. Je vais prendre contact avec vous. On va voir comment rendre ça possible pour qu'on ait 2 ou 3 personnes, par exemple, avec lesquelles on peut parler sur les business cases des WeWork. Parce que là, il y a tellement à dire sur ces business cases-là, qu'il y a tellement à dire. Puis nous allons aussi parler des leçons tirées, nous allons aussi parler des perspectives, par exemple, pour dire, on va, entre guillemets, voir un peu ce qu'a été l'entreprise, ce qui est l'entreprise actuellement. Puis jouer aussi au prophète pour dire, dans 5, 10 ans, 3 ans, 20 ans, par exemple, comment est-ce que cette entreprise-là devrait se restructurer, comment est-ce qu'elle devrait évoluer, quelle, entre guillemets, décision stratégique ou quelle orientation stratégique est-ce qu'elle devrait prendre, par exemple, par rapport à son secteur, par rapport à son marché. Bref, on va aussi parler de tout ça. Puis, on va aussi parler un peu de comment ces entreprises-là arrivent à, entre guillemets, interagir dans leur écosystème. Aussi, on va aussi parler de leur impact dans leur écosystème. Puis, après, on va parler des petites réflexions personnelles. On va maintenant juste faire des commentaires de manière générale. Là, ça sera plus subjectif. On va, de manière subjective, faire aussi des petits commentaires pour voir qu'est-ce qui a marché avec ces entreprises ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Quel est notre avis par rapport au succès de cette entreprise. Bref, là, ça sera plus subjectif, mais on va vraiment faire l'effort pour que la grande partie, entre guillemets, de notre business case study soit les plus objectifs possibles pour vous donner. C'est pourquoi je disais que nous avons vraiment besoin de données, d'informations, et beaucoup d'entreprises en Afrique, c'est difficile d'avoir de l'information. On ne veut pas juste venir ici vous dire des on-dit ou des rumeurs, on veut vraiment vous donner des ressources, de l'information qui peut être vérifiée dans une certaine mesure. Et c'est toute la difficulté qu'on a quand on veut travailler sur des entreprises qui sont 100% africaines, où il y a parfois un problème pour divulguer tout ce qui est divulguer l'information. Bref, donc c'était un peu ça par rapport à notre entretien d'aujourd'hui. Nous avons un peu fait un récap sur les 3 podcasts que nous avons eu durant ces mois d'août. Nous avons aussi fait l'annonce par rapport au business case study qu'on va commencer dès la 2e semaine du mois de septembre, et nous allons commencer avec Amazon, qui est parmi les Big Four, comme on le dit, Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Nous allons vraiment parler du début d'Amazon, nous allons parler de leur modèle d'affaires, comment est-ce que tout au long du temps,
son modèle d'affaires a changé, fluctué, comment est-ce qu'ils ont pivoté parfois. Like, on va en tout cas parler un peu de tout ça, puis après, nous allons parler d'autres entreprises. Nous allons aussi faire l'effort de parler d'entreprises africaines, des startups africaines qui naissent de jour en jour, qu'ils soient dans l'Afrique francophone ou même dans l'Afrique anglophone. Mais nous allons vouloir aussi mettre l'emphase plus sur l'Afrique francophone, même s'il n'y a pas 1 milliard de startups en Afrique francophone, mais commence quand même à naître au Rwanda, en Côte d'Ivoire par exemple, au Sénégal, même au Congo aussi un peu quand même. Donc, quand même, il commence à avoir des hubs, que ce soit au Maroc, en Tunisie, tout ça. Donc, on va essayer de parler aussi beaucoup plus d'entreprises, des startups aussi, par exemple, francophones. Puis, en fin de compte, tout ça, c'est juste pour vous outiller pour rentrer en Afrique. Like, tout ça, c'est juste pour vous donner envie de rentrer en Afrique. Et je pense que, puisque l'Afrique a besoin d'Amazon, d'un Amazon, pas l'Amazon comme on les connaît aujourd'hui, mais l'Afrique aussi a besoin des gens qui peuvent se lancer. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons par exemple Superbalist, puis nous avons aussi... which one? J'ai oublié... non, Pick and Pay, c'est un shop. J'ai même oublié littéralement l'autre qui se trouve en Afrique du Sud, alors que j'ai vécu là-bas. Là, il y a quand même beaucoup de startups, entre guillemets, qui sont dans l'e-commerce ou quoi, qui évoluent vraiment actuellement en Afrique, sur lesquels vraiment nous allons parler tout au long de notre business case study. Puis, je pense réellement que ça va inspirer beaucoup de monde. Ah non, si par exemple nous allons parler des entreprises qui sont basées en France, au Canada, aux États-Unis, à voir comment est-ce que vous pouvez prendre cette même idée d'entreprise et aller aussi la débuter en Afrique. Like, c'est tout l'idée derrière ça. C'est juste pour vous montrer que si ça a été fait en Europe, en Asie, en Australie ou c'est pas moi où, ça peut aussi être fait en Afrique. C'est clair qu'il faudra essayer de restructurer ça selon les contextes africains, selon les ressources qui sont disponibles en Afrique, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit en termes de ressources technologiques. Mais bref, c'est toujours possible de les faire aussi en Afrique. C'était un peu ça par rapport à notre conversation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Pour résumer, à partir de la 2e semaine du mois de septembre, chaque jeudi à 18h30, nous aurons un business case study. Et si jamais vous êtes un étudiant en finance à l'Université d'Ottawa en 3e ou 4e année, ou d'ailleurs, si juste de manière générale, je ne vais pas juste limiter ça à la finance, si juste de manière générale, vous êtes quelqu'un où vous êtes vraiment en ce qui concerne les startups et que vous connaissez l'histoire derrière WeWork, je vous invite à m'écrire en tout cas sur Facebook, Instagram, Twitter, même si vous connaissez quelqu'un d'ailleurs qui pourrait s'y connaître, dites-le de m'écrire en tout cas, comme ça on va prendre contact, puis ensemble on va préparer ces business case study, puisque c'est vraiment un cas qu'on doit étudier entre guillemets ensemble, puis on va pas juste se réunir un jour puis commencer à parler de ça, mais il faudra même une certaine préparation bien avant tout ça. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes la personne, contactez-moi pour que à la première semaine du mois d'octobre, on parle de WeWork, on va parler de sa croissance puis de son déclin. C'était ça pour moi aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Abonnez-vous, partagez en tout cas nos vidéos, partagez nos clips, likez en tout cas. Puis faites-nous aussi des suggestions, faites-nous aussi des remarques. Permettez-nous de nous améliorer, nous sommes ouverts à ça. Et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.